Je pense que le populaire il est toujours, enfin, il a toujours intéressé le politique dans le sens du populisme, c'est-à-dire à ramener des voix, mais le populaire est toujours impopulaire, quoi, parce qu'il fait du bruit, parce qu'il occupe l'espace public, parce que voilà, il est pas malléable, pas facilement manipulable, etc. D'autant plus si le populaire se retrouve dans des zones, dans des territoires spécifiques qui seraient des quartiers populaires, etc. Donc j'ai envie de dire, par définition, le populaire, il est impopulaire, quoi, voilà. Et c'est dans sa dimension subversive, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas contrôlable. Après, il y a la projection qu'on fait sur les quartiers populaires depuis 25 ans, entre autres à travers la thématique des banlieues, qui là est vraiment une construction de la réalité qui n'est pas liée à la vie populaire, mais qui est liée au fait que ces quartiers sont devenus des quartiers de relégation et que d'une certaine manière on enferme sur un territoire un certain regard de la société, une certaine identité dont les habitants de ce territoire n'arrivent plus à sortir, quoi, voilà. Donc, autrement que par aussi une forme violente ou émeutière, quoi, voilà. Et en général d'ailleurs c'est souvent lié à un rapport avec la police, c'est-à-dire un meurtre ou un incident que les émeutes dégénèrent, puisque la police est le dernier finalement, paradoxalement, représentant de la République dans ces quartiers, quoi. Tout le monde est un peu démissionné, quoi. Donc là, il y a une véritable problématique, questionnement à avoir sur le rapport justement de ces quartiers avec la ville et avec la citoyenneté, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait ville, qu'est-ce qui fait urbanité, etc. Autour de ces quartiers. Non pas obétement pour que ces quartiers deviennent populaires dans le sens, voilà, je veux dire, comment dire, folklorique du terme, voilà, mais dans le sens où la vie populaire fait partie de la ville. Après, il y a toute une question qui est traitée, entre autres, et qui est questionnée par le Forum social des quartiers populaires, c'est-à-dire est-ce qu'il faut construire une politique propre aux quartiers populaires? Est-ce que la dimension territoriale est politique en soi, ou est-ce que les problématiques des quartiers populaires, elles concernent l'ensemble de la cité? Moi, je suis plutôt dans cette deuxième position. Donc, je ne suis pas sûr que le quartier soit en lui-même une bonne échelle pour le politique. Je pense que c'est plutôt la ville ou l'agglomération qu'il faut traiter, et que dans cette ville et agglomération, il y a une place justement pour les espaces populaires. Voilà. Et pas uniquement dans les quartiers populaires, mais aussi en centre-ville. C'est-à-dire qu'il y ait aussi une mobilité et qu'il y ait aussi une visibilité, voilà, de ces expressions-là un peu partout. C'est pour ça que je m'étais pas mal intéressé dans les années 80 donc à la culture hip-hop, puisque effectivement, c'était pas uniquement réductible justement au quartier populaire, mais c'est une nouvelle forme d'expression de la culture comme enjeu d'expression dans l'espace public, où des jeunes se réappropriaient, ou plutôt bricolaient, des éléments de leur culture d'origine, issus de l'immigration, de la culture française, de la culture américaine, ils faisaient leur propre bricolage. Donc on peut dire qu'effectivement c'était une culture populaire qui s'exprimait à la fois dans les quartiers populaires, mais aussi en centre-ville. Il manque d'ailleurs toujours aujourd'hui cette traduction politique de ces formes d'expression-là. Et donc, du coup, on se retourne vers, comment dire, vers une forme là aussi de folklorisation, c'est-à-dire qu'on renvoie, par exemple, le hip-hop aux jeunes à casquette, etc. Enfin, voilà, donc, on cherche systématiquement à enlever la dimension politique du populaire, quoi. Puis comme je disais, il y a une dimension subversive, comme l'a très bien écrit des gens comme Michel de Certeau, etc. C'est-à-dire une dimension dans le bricolage. Enfin, le bricolage est aussi une culture à part entière. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de détourner la culture dominante, les mots de la culture dominante, de construire sa propre culture. Entre le clair et l'obscur, entre le visible et l'invisible, ça aussi c'est une forme de stratégie populaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans le paraître, il y a aussi tous des processus qui échappent à l'emprise de l'institution, et donc finalement on sait assez peu en France travailler là-dessus. Voilà. Alors, même s'il y a des sociologues, il y a quelques sociologues qui ont travaillé là-dessus, qui ont créé des bouquins sur la culture des quartiers, etc. Et peut-être, effectivement, la recherche-action, ça peut être un support ou un outil intéressant pour dire aujourd'hui quels sont les enjeux, finalement, autour de ces formes populaires, voilà, à travers les modes d'expression des principaux acteurs. C'est-à-dire que ces acteurs deviennent aussi chercheurs. Alors, il y a eu des tentatives dans les années 80, entre autres autour du collectif Immédiat et d'autres, qui ont filmé, qui ont pris la caméra en disant voilà la façon dont les sociologues ou dont les médias retranscrivent notre mode de vie, notre culture n'est pas là, est une construction dans laquelle on ne se reconnaît pas, donc on s'approprie nous-mêmes les médias et en même temps les outils d'analyse, voilà.
Ça, je pense que c'est une bonne démarche qu'il faut arriver à poursuivre. Maintenant, là, je parle des années 80, c'est peut-être une nouvelle génération, avec de nouveaux supports. Il y a le DVD, il y a d'autres formes d'expression qui permettraient à un moment donné à la fois de faire ce travail d'enquête et de réappropriation de la part des acteurs de leur propre histoire, puisqu'ils font partie de ce tiers de la population dont on ne parle jamais, ou uniquement de manière négative quand il y a une émeute, etc. Ce qu'on appelait le tiers-état à la période de la Révolution. Et que moi j'appelle le tiers espace, c'est-à-dire qu'effectivement, comment construire un projet politique avec ce tiers, ce peuple invisible. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un objectif assez intéressant de la recherche-action. Après, le plus dur, c'est effectivement que les acteurs, les principaux intéressés, puissent aussi s'approprier cette démarche-là, s'y retrouvent, que ça soit la leur, et à un moment donné, effectivement, arrive à jongler entre le fait justement d'être un peu dans l'ombre et donc pas prendre la parole, pas obligatoirement être tête d'affiche, pas obligatoirement être le leader, le penseur, etc. Et à la fois à un moment donné construire aussi une pensée, et à la fois dire les choses dans l'espace public, etc. Donc souvent il y a un peu cette difficulté-là à ce que des acteurs prennent la parole et par rapport aussi au support intellectuel, c'est-à-dire voilà, donc il y a toujours cette peur aussi de figer le mouvement. Voilà. C'est-à-dire que dès que tu l'écris, pour moi, j'ai l'impression que c'est figé. Donc là, il faut expliquer aussi que c'est un mode, c'est un outil, voilà, et que l'écriture, les livres peuvent figer, mais aussi peuvent libérer. Voilà. Les mots sont au service aussi de ça. Quoi. Ça, c'est tout le boulot de la recherche-action. Et je pense que là, il y a vraiment tout un travail fondamental à faire à développer avec ces acteurs-là. Peut-être avec aussi une nouvelle génération, peut-être qui peut avoir la même que la militance des années 70-80. Donc là aussi, il y a peut-être un renouvellement à trouver. Voilà. Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion, surtout faute de moyens, de faire un travail comparatif international, etc. Mais par contre, j'ai vu quelques lectures, ne serait-ce que Solaninsky, que tu vas connaître, voilà, et donc cette manière de dire, voilà, on part des problèmes de terrain et puis on construit une réponse, on se mobilise, voilà. Donc là, c'est une version très transversale et très aussi communautaire, mais pas dans le problème. Le mot communauté est toujours mal interprété en France parce que ça fait penser au communautarisme, c'est-à-dire à l'enfermement identitaire. Alors, aux États-Unis, la communauté est un levier d'action. Voilà. Donc il y a communauté et communauté, mais c'est vrai que par exemple en France, on ne sait pas travailler avec le collectif, avec ce qui fait collectif. Et donc c'est un gros problème parce qu'en quartier populaire, on se définit par le collectif. C'est pas simplement des individus, etc. Quoi. Et donc voilà. Donc c'est ça que peut nous apporter aussi, entre autres, la littérature anglo-saxonne, sociologique et du développement communautaire, et qu'on aurait pas tendance un peu à oublier. On est en retard, je pense, aujourd'hui par rapport aux anglo-saxons sur cette pensée-là, qui, à mon avis, serait la mieux adaptée pour prendre en compte la réalité actuelle. Quoi. Et éventuellement, du coup, la changer. Bah oui, puisqu'effectivement, là, c'est de dire que la production de connaissances est un outil d'émancipation et de transformation sociale, et que donc ça fait partie effectivement il n'y a pas d'un côté le chercheur, de l'autre côté l'acteur, il n'y a pas d'un côté le terrain, et puis de l'autre côté des gens qui ont une méga appréhension, analyse de la société, etc. Il n'y a pas le micro et le macro, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une approche plus de type ethnographique, ethnométhodologique, recherche-action, pour employer les mots savants, quoi, voilà, mais qui sont effectivement tous effectivement, dont l'origine est tous effectivement anglo-saxonne, hein, si on regarde bien. Voilà.